Grâce aux donateurs de TVL, nous sommes fiers de présenter notre nouveau site internet. Une navigation simplifiée, nos émissions mises en valeur, une information plus sécurisée, une nouvelle boutique pour soutenir nos auteurs. TVL.fr, c'est la garantie de notre indépendance. Censure ou pas, nos émissions seront toujours disponibles. Retrouvez-nous sur tvl.fr. Bienvenue dans cette nouvelle émission des idées à l'endroit. Alors le propos de Joseph de Maistre est bien connu, il est tiré de ses considérations sur la France, je vous le rappelle très brièvement. J'ai vu dans ma vie des Français, des Italiens, des Russes, etc. Je sais même grâce à Montesquieu qu'on peut être persan, mais quant à l'homme, je déclare ne l'avoir jamais rencontré de ma vie. S'il existe, c'est bien à mon insu. Et pourtant, de cet homme, semble-t-il, que Joseph de Maistre n'avait jamais rencontré, il n'est question aujourd'hui que de lui, ou très largement, un homme avec un H majuscule, pourvu de droits, eux-mêmes majusculaires, qui ont valeur quasiment sacrale dans le discours et dans l'idéologie contemporaine. Et ce sont eux, ces droits de l'homme, que l'on va explorer aujourd'hui. Quels sont-ils? À quel homme précisément ou à quel fantôme s'adresse-t-il? Nous allons en parler avec trois invités. Alain de Benoît. Alain de Benoît, vous êtes historien des idées, philosophe, vous avez publié un très grand nombre d'ouvrages. Je me contenterai d'en citer un seul, comme je le ferai d'ailleurs pour les autres invités dont les bibliographies sont importantes pour l'émission donc qui nous concerne aujourd'hui. Cet ouvrage, c'est Au-delà des droits de l'homme pour défendre les libertés, ouvrage que vous avez publié aux éditions Pierre-Guillaume de Roux en 2016. Pierre-Guillaume de Roux pour qui nous avons d'ailleurs une pensée. Avec nous également Pierre Manin. Pierre Manin, vous êtes philosophe vous-même, éminent spécialiste de philosophie politique. Vous avez été directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Et je ne citerai également que l'un de vos ouvrages qui concerne directement cette émission, La loi naturelle et les droits de l'homme, publié aux presses universitaires de France dans la collection Quadrige, collection de poche, en 2020. Et avec nous également Jean-Louis Harouel, bien connu des téléspectateurs de TV Liberté, lui aussi. Vous êtes professeur émérite d'histoire du droit à l'université Panthéon-Assas, à Paris bien sûr. Vous avez vous-même consacré un ouvrage assez pugnace, on peut le dire, assez combatif à cette question-là. Ouvrage qui s'intitule « Les droits de l'homme contre le peuple » et c'est aux éditions Desclés de Brouvert. Vous l'avez publié en 2016 également comme le livre d'Alain de Benoît. Alors, Joseph de Maistre écrit cette phrase fameuse dans son livre « Considérations sur la France ». Cela ne me semble pas, fût-il savoyard, neutre. C'est bien de la France que quelque chose est venu à propos des droits de l'homme, quelque chose qui a été formalisé d'une manière très solennelle à travers la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Processus qui a suivi son cours jusqu'en 1948 avec la déclaration dite universelle des droits de l'homme. Il s'est donc joué là, dans le XVIIIe siècle français, quelque chose d'important, lié bien entendu à la Révolution française. Alors Alain de Benoît, ce surgissement de cette formalisation des droits de l'homme au XVIIIe siècle français, que signifie-t-il d'un point de vue d'abord strictement historique? Pourquoi la France? Pourquoi le XVIIIe siècle? Bon, c'est une question évidemment difficile, parce que ça ouvre la porte à tout un pan de l'histoire des idées, et je crois qu'il faut un peu recentrer. Vous avez prononcé le mot sacral.
à propos des droits de l'homme et de l'idéologie des droits de l'homme, et je pense que c'est un mot qui s'impose. L'idéologie des droits de l'homme n'est pas nouvelle, elle renvoie à l'épisode, pour faire simple, à la philosophie des Lumières et à l'anthropologie libérale, mais avec des racines sans doute plus anciennes. Mais aujourd'hui, elle a cessé d'être une sorte de référence de convenance qui revenait régulièrement dans les discours sans que ça ait une grande importance. Depuis quelques décennies, les droits de l'homme sont devenus actifs, si l'on peut dire, c'est-à-dire qu'on ne peut qu'être frappé de la place et de l'ampleur de la place qu'ils occupent aujourd'hui dans le discours public, à la faveur de un peu tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a toujours la référence magique aux droits de l'homme. Je crois que c'est Régis Debray qui disait que l'idéologie des droits de l'homme est devenue la nouvelle religion civile de notre temps, et je crois que c'est assez vrai. Alors, le XVIIIe siècle, qu'est-ce qui s'est passé? À mon avis, il s'est passé une rupture qu'on n'a pas le temps d'examiner dans tous ses aspects, mais qui, sur le plan du droit, est une rupture très forte vis-à-vis de la conception que l'on avait du droit dans l'Antiquité, en Grèce, à Rome, dans les manuels des jurisconsultes, le digeste, etc. Ce droit de l'Antiquité, on l'appelait le droit naturel classique. Et aujourd'hui, l'idéologie des droits de l'homme, c'est le droit naturel moderne. Ces deux droits naturels ne s'enchaînent pas harmonieusement. Je pense qu'ils ont des fondements qui sont tout à fait opposés. Résumons-les très rapidement. Dans l'Antiquité, qu'est-ce que c'est que le droit? Le droit, fondamentalement, c'est le domaine juridique. C'est l'ensemble des techniques qui permettent, autant que possible, d'instaurer l'équité dans une relation. Qu'est-ce que ça signifie? Dans une relation, ça veut dire qu'il n'y a pas de droit en dehors d'une relation, ce qui paraît tomber sous le sens. Il n'y a pas de droit en dehors du social. Et d'autre part, ce droit est objectif aux individus. Le rôle du juge, qui dit le droit, juridiction, il dit le droit pour faire en sorte que chacun soit intéressé par l'équité en se voyant attribuer sa part, ce qui lui revient. C'est la citation classique « suum cuique tribuere », attribuer à chacun sa part, ce qui lui revient. Or, à l'époque moderne, dans l'actuelle idéologie des droits de l'homme, on est dans une toute autre perspective. Le droit n'est plus objectif, il est subjectif, et l'on imagine même qu'il puisse se passer du social. Pourquoi? Parce qu'on estime, c'est ce que dit John Locke en particulier dans des textes qui ont aujourd'hui valeur canonique, que le droit, un droit, c'est quelque chose qui appartient à l'individu en tant qu'il est un individu. On est à une AIT avec des droits comme on est avec des bras, des jambes, une bouche, des oreilles, etc. C'est évidemment des choses totalement différentes. Si le droit est inhérent à la personne, cette personne est titulaire de droit et non pas seulement attributaire, et se trouve fondée à demander la garantie de ses droits, notamment parce qu'on est dans une perspective libérale, contre tout ce qui excède sa dimension individuelle. Donc là, je crois que c'est quelque chose de très important. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études de philosophie du droit très poussées pour voir que là, entre la conception objective du droit et la conception subjective du droit, il y a déjà, à mon sens, un abîme, même si, dans l'histoire des idées, on voit très bien, je le disais à l'instant, que l'idéologie moderne des droits a des antécédents. Il faudrait aller voir du côté du nominalisme, de la seconde scolastique espagnole, oui, notamment l'école de Salamanque, etc. Mais voilà, je pense qu'il faut garder ça à l'esprit.
le mot droit n'est pas neutre, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs acceptions du mot droit. Et quand on parle des droits de l'homme, il faut savoir non seulement de quel homme on parle, c'est la question de Joseph de Maistre, mais également de quel droit. Et également peut-être de quelle nature, puisque la notion de nature est elle-même extrêmement ambiguë, c'est presque une notion un peu minée d'un point de vue philosophique. La nature telle qu'on peut l'entendre dans le droit naturel des anciens et telle qu'on l'entend dans le droit naturel des modernes n'est peut-être pas la même, ou en tout cas elle n'a pas la même acception. La question du... Petit mot juste pour montrer, mais très vite, pour montrer à quel point ça peut se compliquer. Droit naturel des anciens, droit naturel des modernes. Locke dit le droit est une possession naturelle. Mais l'autre fondateur de la théorie des droits de l'homme, qui est Kant, la fonde tout autrement. Puisque Kant n'a pas du tout de révérence pour la nature, mais considère au contraire que c'est en s'arrachant à sa nature que l'homme assume son humanité. Donc vous voyez, c'est complexe. Oui, y compris pour les modernes. Donc ce rôle de la nature, je songe évidemment, puisqu'Alain de Benoît a évoqué la question du libéralisme et déjà la question de l'individualisme également, de cet individu qui est doté de droits naturels, je songe à ces théories modernes, libérales donc et individualistes, et même contractualistes. Les droits de l'homme surgissent aussi au moment où il est question de l'état de nature, où il est question du contrat social. Comment est-ce aussi l'une des origines de cette émergence des droits de l'homme tels qu'ils sont toujours entendus aujourd'hui? Pierre Manin, est-ce qu'on peut le dire? Alain de Benoît vient de très bien résumer l'essentiel, je dirais le contraste entre le droit naturel ancien et le droit naturel moderne. La différence, s'agissant de la conception de la nature, c'est que l'état de nature, ce n'est pas la nature humaine. L'état de nature, c'est l'état dans lequel se trouveraient les hommes, et sont des hommes déjà, il est nul, il est bête, dit Rousseau à propos de l'homme de l'état de nature. En tout cas, il n'y a ni loi, ni règle. Il y a une pure liberté, une liberté sans loi. Bon. Tandis que pour le droit naturel ancien, pour le bon sens avant l'irruption de cette nouvelle compréhension du monde humain, eh bien, c'était la nature était au somme la finalité même de l'être humain, animal politique, animal social, qui avait en lui-même une sorte des tendances vers l'accomplissement de cette nature, avec des obstacles, des entraves, mais enfin, la nature était une force dynamique en quelque sorte, une tendance dynamique de l'être même des êtres humains. L'état de nature, c'est tout à fait autre chose. C'est l'humanité à l'état de pure dispersion. Il n'y a aucun lien entre les êtres humains tant qu'ils n'ont pas convenu de créer un lien. Oui, donc, pas contracté. Le lien est entièrement le résultat de la production, de la fabrication des êtres, encore une fois appelés humains, par convention, parce qu'ils n'ont rien encore de ce qui permet de reconnaître l'être humain. Donc, il est évident que la notion d'état de nature, qui est en effet la base de toutes ces magnifiques constructions du contrat social, la notion d'état de nature est une notion, en un certain sens, inconsistante, absurde, parce que c'est une espèce de boîte noire. Parce que cet être n'est pas reconnaissable par nous comme un être humain. Mais néanmoins, c'est à partir de cette boîte noire que l'on a l'hypothèse sur la base de laquelle on va construire les quand même impressionnantes constructions de l'État moderne, l'État libéral et souverain. Donc ça, c'est le point, je dirais, de faiblesse, on dira philosophique, de cette philosophie des droits, en ajoutant que c'est cette faiblesse philosophique est en même temps la condition de l'extraordinaire force politique et d'opinion, parce que c'est sur la base de cette représentation, sur la base de cet état de nature, que l'on a construit encore la politique moderne. Et donc, j'ajoute juste pour me relier à ce que vous aviez dit, la formule que vous aviez employée, la présentation de la doctrine des droits de l'homme comme une sorte de mouvement homogène
allant du XVIIIe siècle, d'ailleurs il faudrait commencer au XVIIe siècle, Locke a été mentionné, jusqu'à aujourd'hui. Vous avez parlé de la déclaration de 48, ce sont des contextes très différents. Je fais juste deux remarques. La première, plus historique, la déclaration de 48 n'est pas celle à laquelle nous nous référons réellement, parce que la déclaration de 48 rend hommage à la sociabilité humaine. Elle intervient après la Seconde Guerre mondiale, et donc elle protège en quelque sorte, elle entend protéger la sociabilité humaine contre l'État. Donc elle protège la famille, le syndicat, en quelque sorte les associations naturelles. Donc elle a été encore une fois co-construite d'une certaine façon entre le libéralisme, par le libéralisme d'un côté, et aussi par ce qu'on pourrait appeler la démocratie chrétienne. Vous voyez le rôle que Maritain a joué dans la déclaration de 48. Donc la déclaration de 48 est beaucoup plus sociale en quelque sorte que les droits de l'homme qui aujourd'hui gouvernent nos pays. Et dernière remarque que peut-être nous rediscuterons, point que nous prolongerons, le rôle des droits de l'homme est tout à fait différent aujourd'hui et ce qu'il était au moment de la Révolution française, par exemple. Au moment de la Révolution française, les droits de l'homme sont la condition de la nouvelle construction politique. Aujourd'hui, les droits de l'homme sont l'objet de la politique. C'est-à-dire que les droits de l'homme permettent de mettre à plat toute la société d'Ancien Régime, de démonter toutes les pierres plus ou moins moulues, mêlées, vermoulues, tout ce qui s'était accumulé au long des siècles. On remet toutes les pierres à plat, on les sépare. Architecte de la ruine, dit Macaulay, mais c'est pour reconstruire, difficultueusement, ça a pris un siècle, pour reconstruire un édifice politique, la République française. Bon. Donc, les droits de l'homme sont la condition de production d'une nouvelle association politique, parce qu'ils supposent évidemment que la France reste constituée, reste la base de la construction. Aujourd'hui, les droits de l'homme ne sont plus là, ils sont l'objet même de la politique. Les programmes politiques consistent à étendre les droits. Et donc, les droits de l'homme deviennent l'objet même de la politique qui doit perpétuellement découvrir de nouveaux droits pour avoir quelque chose à faire, si je peux dire, parce que ils ont changé de statut et ils sont devenus, en effet, de conditions finalité, et donc ils ont acquis un caractère sacral qu'il n'avait pas jusque-là. Alors précisément, Jean-Louis Harouel, n'est-on pas en train de passer, dans la description que vient de faire Pierre Manin, n'est-on pas en train aujourd'hui de passer du politique à proprement parler à l'idéologique ? Je crois que, écoutez avec beaucoup d'intérêt, vraiment, ce que vous avez dit l'un et l'autre, je voudrais néanmoins revenir un tout petit peu sur ce que vous avez dit à propos du sacral qui apparaît maintenant, qui n'était pas là. Cette sacralité, elle était quand même là, puisqu'ils sont déclarés sacrés. Et ils sont proclamés en présence de l'œuvre suprême. Ils sont incréés, ils sont simplement révélés, ils existent de toute éternité. Il y a là une transcendance, il y a une transcendance. Mais comme vous le disiez également tout à l'heure, cette transcendance, elle ne s'est pas manifestée tout de suite, ou peut-être comme disait la Veuve de Nobois, elle ne s'est pas manifestée tout de suite, parce qu'ils n'ont pas été du droit tout de suite. Il a fallu attendre le milieu du XXe siècle pour qu'ils devinssent du droit. Et que tant qu'ils n'ont pas été du droit, ils ont été un idéal, que dans cet idéal, le législateur piochait à sa convenance pour intégrer dans le droit positif tel ou tel élément qu'il jugeait utile. Alors, l'idée également, selon lesquelles les droits de l'homme sont la politique. Alors c'est vrai que Marcel Gaucher a écrit 2 articles bien connus. Les droits de l'homme ne sont pas une politique, et ensuite les droits de l'homme sont devenus une politique, et il annonçait que si les États occidentaux adoptaient les droits de l'homme comme politique, ils se condamnaient à l'impuissance collective. Mais cette idée que les droits de l'homme sont la politique, elle est déjà en germe en 89. Déjà dans le préambule de 82, 26 août, il est quand même écrit que, en gros, que la méconnaissance des droits de l'homme est la seule cause des malheurs publics et le seul obstacle au bonheur commun. Ce qui veut dire qu'on identifie, même si ce n'est pas ce que va faire la Révolution ensuite, on identifie quand même dans l'esprit des rédacteurs de la Déclaration, on identifie quand même les droits de l'homme à la politique, ce qui est évidemment un rêve. Cette idéologie des droits de l'homme, elle a pour particularité qu'elle oblige le pouvoir politique à vivre dans un rêve, à ne pas voir la réalité et de ne pas nommer la réalité. Par exemple, la demande sociale en 89,
la demande sociale en 89, la France était composée à 80% de paysans, et ces paysans, ils n'étaient pas tellement en demande de droits de l'homme, ils étaient en demande de sécurité. Parce que les campagnes surpeuplées étaient ravagées par des bandes de brigands, de vagabonds et de mendiants, et qu'est-ce que nous disent les cahiers? Plus de gendarmes. De la maréchaussée, on vous en supplie, de la maréchaussée. Et cette demande du pays réel, elle n'a pas été entendue, n'a pas du tout été entendue par les rédacteurs de la déclaration qui étaient dans leurs rêves. Et c'est ça qui me paraît tout à fait extraordinaire, c'est que cette idéologie, ça a été mis en évidence d'une manière admirable par Eric Veugeline, qui parle à propos de cette ambiance, ou d'ambiance d'asile de fous. Cette impossibilité, ce fait qu'on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de dire les choses, on n'a pas le droit de les voir, on n'a pas le droit de les dire. Et donc, de ce fait, cette idéologie des droits de l'homme, eh bien, elle interdit aux dirigeants politiques occidentaux, parce qu'il faut bien dire que seuls les Occidentaux prennent les droits de l'homme au sérieux. Le reste du monde s'y réfère nominalement, mais seuls les Occidentaux le prennent au sérieux pour leur malheur. Alors pourquoi est-ce que les droits de l'homme, qui n'était finalement qu'un idéal auquel le législateur se référait, et au fond il s'y référait pour en faire dans la pratique les libertés publiques des citoyens des démocraties occidentales. Ça n'avait rien de révolutionnaire. Parce que les libertés publiques, c'était les libertés publiques. Les libertés publiques, ce n'est pas, comme on le sait bien ici, ce n'est pas une invention de 1789. Les libertés publiques, elles étaient très présentes dans le monde, dans la philosophie politique et dans les réalités juridiques de l'Ancien Régime. Et puis dans les libertés réelles également. Enfin, exactement. Alexandre Dumas, qui n'est pas un gauchiste, qui est peut-être un peu un gauchiste, je voulais dire qu'il n'est pas un réactionnaire, Alexandre Dumas qui n'est pas un réactionnaire, écrivait quelque part, je sais même où c'est dans Les Trois Mousquetaires, en ce temps-là, on avait moins de liberté, au sens de liberté politique, mais on avait plus d'indépendance. C'est-à-dire la liberté des modernes contre la liberté des anciens. Et alors, en matière de liberté publique, l'article 17 de la déclaration du 26 août sur l'expropriation, il n'apporte rien. Tout ce qui est proclamé comme un passage de l'ombre à la lumière, en fait, toutes les dispositions qui sont visées dans l'article 17 sur l'expropriation, elles sont pratiquées sous l'Ancien Régime. Donc dans ce domaine, il y a une continuité. Ouais. Alors, pourquoi est-ce qu'on est passé, de cette conception liberté publique centrée sur la liberté à une conception qu'on peut appeler religion des droits de l'homme, qui est centrée sur l'égalitarisme? Il y a tout un tas de facteurs, et il faut faire intervenir, c'est pas le seul élément, mais c'est important, il faut faire intervenir l'implosion du communisme. Il y a eu évidemment le choc des événements du milieu du XXe siècle, c'est évident, mais il y a eu aussi, surtout peut-être, l'implosion du communisme. Et Thierry Wolton a très bien montré dans son 3e volume, Les complices, dans son histoire mondiale du communisme, il a très bien montré que dans les années 1970, les complices du communisme dans les pays occidentaux, découragés par l'URSS, découragés par Cuba, et même découragés par la Chine, ils se replient vers les droits de l'homme. Ils se replient vers les droits de l'homme. Et ils avaient raison d'ailleurs de critiquer la situation des droits de l'homme dans les pays communistes, mais en réalité, c'est sur les pays occidentaux qu'ils vont faire porter leur effort, et nous en payons le prix. Alors, il y a un élément important, enfin plusieurs éléments importants ont été soulevés, bien entendu, par chacun d'entre vous. On a entendu parler d'individualisme, on a entendu parler d'égalitarisme. Pour rester dans le domaine peut-être un peu encore plus directement philosophique, il y a un point qui est essentiel dans cette doctrine, religion séculière, décalogue que sont les droits de l'homme, c'est la question de l'abstraction. L'homme qui est, c'est le point de départ de cette émission, Joseph de Maistre, l'homme qui est mis en avant, qui est mis au centre de ces droits-là, c'est un homme abstrait. On parlait de liberté réelle, on peut parler de liberté abstraite. À quoi s'oppose l'indépendance? C'est un abstrait, sauf si je c'est un processus très important, le processus d'abstraction. Je ne vais pas me limiter la parole, mais... je vous en prie, Alain Benoît. Je veux dire que quand on parle de l'usage qui est fait de la référence aux droits de l'homme, on peut donner 1000 considérations, mais ça n'éclaire pas le fondement.
Je suis tout à fait d'accord avec Jean-Louis Harouel lorsqu'il dit que les droits de l'homme ont été considérés dès le départ comme sacrés. Mais ils ont été considérés comme sacrés dès le départ par ceux qui les avaient théorisés, pas par l'ensemble des gens. Tandis qu'aujourd'hui, c'est le cas. Dire aujourd'hui « je ne crois pas aux droits de l'homme », c'est l'équivalent de dire « je ne crois pas en Dieu » il y a quelques siècles. Oui. C'est un blasphème. Les droits de l'homme sont une référence depuis longtemps, mais quand le général de Gaulle ou n'importe quel dirigeant de la même époque se rendait dans un pays un peu autoritaire, il ne prenait pas soin de déclarer « je n'oublierai pas de parler des droits de l'homme », n'est-ce pas? Donc c'est la révérence obligée. On est dans une sorte de mantra, c'est une croyance. C'est René Cassin, je crois, qui, à propos de la Déclaration universelle des droits, disait c'est un acte de foi. Il y a des gens qui croient au Père Noël, au Petit Jésus, aux secours volantes, il y en a qui croient aux droits de l'homme. Fondamentalement, c'est à peu près la même chose. Mais revenons à l'idée centrale de quel droit parlons-nous, de quel homme parlons-nous. Il y a une critique qu'on entend très souvent, qui vient, une critique de bon sens. Il y a beaucoup de gens qui disent « mais on parle tout le temps des droits, on parle jamais des devoirs ». Mais du point de vue de la théorie de droits de l'homme, c'est parfaitement logique. Pourquoi? Parce que même si vous êtes seul, vous avez des droits dans la théorie des droits de l'homme. Mais évidemment, vous n'avez pas de devoir si vous êtes tout seul. Vous pouvez avoir de devoirs qu'envers un tiers. Robinson Crusoe sur son île, quand apparaît vendredi, il peut avoir des devoirs vis-à-vis de lui ou vice-versa. Mais par contre, quand il est seul, il a toujours des droits. Les droits, c'est quelque chose qui fait partie de façon imprescriptible de l'être humain. Ça, c'est véritablement la... Oui, c'est la négation de toute politique et de toute relation, bien entendu. Ce qui explique d'ailleurs... Ça se rattache à l'idée que l'homme, ou le préhomme, a pu exister avant tout contrat, avant tout état politique et social, qu'on était dans le pré-social, il y avait quand même des hommes. Je ne sais pas quel langage ils employaient d'ailleurs, puisqu'ils ne vivaient pas socialement. Donc tout ça est évidemment très absurde. Oui, c'est un édifice qui repose sur une fiction, au fond. Mais, oui, Pierre Manin, fiction, abstraction, oui. Mais qui gouverne de plus en plus la démarche politique, parce que, encore une fois, en effet, les droits de l'homme ont cette caractéristique inconcevable d'être un droit enraciné dans l'individu seul. Mais donc, pour qu'on arrive jusqu'à la racine des droits de l'homme, il faut réduire la société à cet état où il n'y aurait que des individus seuls, sans relation. Par exemple, l'idée traditionnelle des droits de l'homme, pendant un siècle et demi au moins, ne touchait pas, je dirais, aux bases de la société non politique, aux bases de la société conjugale ou de la famille. Il est évident qu'on présupposait une sociabilité naturelle. Les théoriciens des droits de l'homme supposaient que dans l'état de nature, il n'y avait pas de famille, mais dans la mise en pratique des droits de l'homme, évidemment, on a accepté, avec quelques modifications, le divorce, mais enfin l'idée reçue traditionnelle de la famille. Il est évident que c'est un manque de radicalité si l'on se prend au sérieux l'idée même des droits de l'homme. Et aujourd'hui, cette radicalité est effective aujourd'hui. Alors aujourd'hui, il y a un effort d'une extraordinaire constance et radicalité pour réaliser enfin cette fiction, cette hypothèse, car encore une fois, fiction ou hypothèse, elle est à la racine de toutes les législations qui aujourd'hui se déploient avec une facilité extraordinaire dans nos pays, où il s'agit de rendre visible dans la société, de fonder la société sur l'inexistence de la sociabilité d'une certaine façon, sur l'absence de la relation, faire en sorte que ne soit présupposée aucune relation naturelle entre les êtres humains. Il faut que tout ce qui se passe entre les êtres humains apparaisse visiblement comme le résultat d'un contrat et d'un consentement continué. La preuve de l'extension de ce système, les premières choses que les enfants apprennent, c'est « j'ai le droit ». J'ai bien le droit, pourquoi j'aurais pas le droit? Ça serait intéressant de savoir d'ailleurs dans le langage enfantin quand cette
ça s'est manifesté pour la première fois. Cet unanimisme peut faire oublier évidemment que l'idéologie des droits de l'homme, je dis toujours l'idéologie des droits de l'homme parce que c'est pas les droits eux-mêmes, c'est l'idéologie des droits de l'homme, a pourtant été très critiquée dans l'histoire. Et des critiques très différentes. Vous avez la critique conservatrice de Edmund Burke, vous avez la critique contre-révolutionnaire de Joseph de Maistre, vous avez la critique utilitariste de Jeremy Bentham, vous avez la critique de Karl Marx, qu'il ne faut pas oublier, et qui montre l'équivoque, en particulier, qu'il y a dans le texte de la Déclaration de l'homme et du citoyen. Pour Rousseau, être citoyen, on est citoyen ou on est homme, il faut choisir. Et c'est logique. Car l'homme dont parle la Déclaration des droits, il est au fond de partout et de nulle part, tandis que le citoyen appartenant à une politique, c'est-à-dire à une communauté, une société politique, il est forcément de quelque part. Donc, vous voyez, c'est là. Et il y a aussi une autre critique importante, parce qu'on n'en a pas parlé, c'est le problème de l'universalité. Voilà, c'est un grand problème. L'idéologie des droits de l'homme affirme que ces principes valent de tout temps et en tout lieu. C'est ce qui fonde son universalité. Or, cette universalité est sujette à caution du fait des contingences qui tiennent à sa naissance, c'est-à-dire qu'elle est géographiquement située, historiquement située. Considération sur la France. Et indissociable, justement, d'une conception de l'homme qui met l'individu au centre. Or, il y a quantité de cultures, de sociétés dans le monde pour qui la conception, l'appréhension conceptuelle de l'individu en dehors de ses d'un individu dessaisi de ses appartenances, appréhendé mentalement en dehors de tout ce qui le situe et le met en relation dans son contexte, est tout à fait impossible. Et c'est une chose que beaucoup de pays du tiers-monde ont d'ailleurs fait valoir. Donc c'est encore une autre pièce du débat. Bien sûr, puis il y a des langues même où le nom-individu lui-même, comme le verbe être, n'existe pas. Donc c'est toute une considération. Jean-Louis Harouel. Vous pouvez aller dans le même sens. Effectivement, il y a dès le départ dans cette idéologie des droits de l'homme une dimension cosmopolite absolue qui ignore totalement les réalités intermédiaires, qui ignore les peuples, les patries, les nations. Donc ça a quand même été, même sur le plan intellectuel, tempéré par le fait que c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors cette affaire, c'était en contradiction, ça crée une tension permanente, et on a vécu pendant un siècle et demi sur cette tension permanente. Avec la déclaration de 48, il n'est plus question de citoyens. Les nations, c'est fait contre les États, contre les nations, comme vous le disiez tout à l'heure, Pierre Manant. Et de ce fait, il n'est plus question de citoyens, il n'y a plus que l'individu et l'humanité. Mais alors, ne peut-on pas considérer, à vous entendre, que cette brèche, donc qui a été d'abord une brèche, mais qui est devenue une faille dans l'édifice, disons, de l'ancien droit, de l'ancienne politique ou de l'ancienne France, cette brèche s'étendant de plus en plus, peut en arriver d'une manière tout à fait logique et cohérente à remettre même en cause la nature de la monade, de l'individu, du un, de l'unité. C'est-à-dire que cet édifice des droits de l'homme construit autour d'un individu déraciné, d'une pure abstraction, disons, un individu pur arithmétique, pur un, peut en arriver, avec cette extension des droits, à une révision même de ce qui fait un être humain et une personne. Ce que je sous-tends par ce discours-là, c'est qu'après tout, les droits de l'homme pourraient très bien justifier, par exemple, que l'individu lui-même soit bricolé, et on en arrive à des formes de transhumanisme, par exemple, enfin, et de négation même de tout ce qui constitue l'humanité de l'homme, et ce qui irait de pair, évidemment, avec la négation même de toute société. Donc, les droits de l'homme comme antisociaux, en quelque sorte, antipolitiques, et même, d'une certaine manière, si l'on est radical, et si le mouvement se poursuit, anti-personne humaine. Est-ce que c'est pensable? Est-ce que c'est la voie sur laquelle nous sommes? Le personnaliste a déjà montré la distance qu'il y a entre la personne et l'individu. Mais en dehors de ça, la démultiplication des droits, leur prolifération, qui fait qu'ils s'engendrent eux-mêmes dans un perpétuel mouvement de fuite en avant, fait surtout apparaître leur caractère contradictoire. Et c'est là où ça saute. Parce que si vous avez en même temps le droit au travail et le droit au loisir, le droit à l'avortement, le droit à la vie, et ainsi de suite, il y a un moment, ça devient très très compliqué. D'où la judiciarisation qui suit derrière pour essayer de démêler, et finalement on n'y arrive plus du tout.
Alors, il y a une question qui me paraît très importante et que je souhaiterais aborder parce que vous l'abordez vous-même, chacun d'entre vous, dans vos ouvrages respectifs, et d'une manière très, à certains égards, très différente. Sans vouloir, on l'a dit au début de l'émission, faire la genèse de cette notion-là, tous vous consacrez d'une manière ou d'une autre un paragraphe, quelques lignes, un chapitre à la question du christianisme et au rôle qu'il a joué ou qu'il n'a pas joué dans l'émergence des droits de l'homme, puisque la notion de droits de l'homme est née en Europe, enfin singulièrement en France, donc dans l'orbite chrétienne, pourrait-on dire, de l'humanité. Christianisme et droits de l'homme et universalisme ou universalité catholique et droits de l'homme. Comment les choses s'articulent? Après tout, l'Église et les papes, pendant très longtemps, ont été très hostiles à la doctrine des droits de l'homme. Ça n'était plus le cas de Jean-Paul II. C'est-à-dire que, par exemple, c'est-à-dire que l'Église elle-même s'est mise à tenir ce discours-là, ce discours de la modernité. Donc, comment chacun d'entre vous, comment interprétez-vous ce rôle du christianisme? Que peut-on en dire, Pierre Manin? Oh, on peut en dire beaucoup de choses, bien entendu, beaucoup de choses en somme. De manière très synthétisée et plutôt je dirais d'abord, on ne peut pas dire que les droits de l'homme sont issus du christianisme. D'abord, vous l'avez rappelé, lorsqu'ils ont surgi, les papes ont été très fermes dans leur opposition aux droits de l'homme. Alors il faudrait voir plus précisément pourquoi. Mais donc, les droits de l'homme ont mis beaucoup de temps, en quelque sorte, à être accepté dans l'Église, qui en effet tardivement a dit mais au fond finalement c'est nous qui l'avons inventé. Ouais. Ça, je pense que ce n'était pas de bonne politique et en plus c'était inexact. Donc les droits de l'homme ne sont pas issus dans le christianisme. D'abord, si j'ose dire, quand le christianisme était dans sa force, c'est là qu'il aurait dû faire advenir les droits de l'homme. Or, quand il était dans sa force, il n'était pas question des droits de l'homme. Mais d'une certaine façon, les droits de l'homme sont la représentation du devenir humain qui a été substituée à la grande représentation catholique ou en général chrétienne. Pourquoi je dis cela? Parce que effectivement, la révélation, la religion chrétienne est une religion révélée, donc la source de lumière est en Dieu, la source de lumière vient d'en haut, et la règle vient d'en haut directement par la loi de Dieu et indirectement par la loi naturelle. Or, évidemment, les droits de l'homme s'opposent radicalement à cette idée. La notion d'état de nature est en quelque sorte le dogme qui se substitue à la Genèse, puisque l'état de nature nous fait voir naître la loi qui va régner sur les hommes, de l'action même des hommes et des conventions humaines. On ne peut pas imaginer représentation du monde humain plus opposée que celle des théoriciens des droits de l'homme et celle du christianisme. Donc, on ne peut pas soutenir la thèse qui aujourd'hui est parfois soutenue, ce qui ne veut pas dire, et je ne veux pas monopoliser la parole, ce qui ne veut pas dire que la religion chrétienne n'ait pas joué un rôle dans, je dirais, un changement assez profond de la relation à l'autre être humain. Et je vois au moins un changement extrêmement profond, c'est l'idée que tous les hommes, par la grâce de Dieu, ont un même accès à la vérité. C'est-à-dire que le sage, le fort, le grand n'a pas plus d'accès à la vérité que la bergère, l'artisan ou le pêcheur du lac de Génézareth. Donc là, il y a, on peut dire, une révolution chrétienne, c'est-à-dire, encore une fois, les prétentions des grandeurs païennes, le sage, le guerrier, sont radicalement abaissées par le christianisme. Mais à coup sûr, par ailleurs, le christianisme n'a aucune perspective révolutionnaire dans l'ordre, dans le monde humain. Toutes les interventions de Jésus, les textes de Jésus, de saint Paul, sont strictement conservateurs. Mais cela signifie-t-il, Pierre Manin, que vous considérez, par exemple, que, sans vouloir être trop technique, bien sûr, ce n'est pas le but, mais que le nominalisme, que de Guillaume d'Occam, que l'école de Salamanque à laquelle Alain de Benoît a fait allusion, n'a pas... Et donc, si l'on veut
contribué à l'émergence. Vous n'attribuez absolument aucune part, enfin, ou c'est une part périphérique? Je ne suis pas assez savant pour vous donner une réponse adéquate, mais je pense qu'il y a bien sûr des formations intermédiaires, probablement. Les réflexions sur l'état de pure nature, par exemple, que les théologiens ont beaucoup travaillé, mais évidemment, dans la représentation chrétienne, je dirais orthodoxe, l'homme ne s'est jamais trouvé dans l'état de pure nature, puisque ou bien il était sous la grâce de Dieu, ou bien il avait perdu la grâce et il était sous la loi du péché. Oui, déchu. Mais évidemment, les théologiens ont phosphoré pour imaginer une condition de pure nature sans grâce ni péché. Et de fait, c'est ça qu'est l'état de nature de Rousseau ou de Locke. Jean-Louis Harouel, c'est un point de vue que vous partagez? Écoutez, moi aussi je parle avec humilité. Des choses que je connais, il y a tant de choses qui sont agitées ici qu'il faudrait des mois et des années de travail pour apporter une réponse adéquate à chaque élément de ce qui a été dit. Et il me semble qu'à beaucoup d'égards, la religion des droits de l'homme telle que nous la connaissons, la religion séculière des droits de l'homme, se rattache à la religion de l'humanité. Cette religion de l'humanité, même si elle... La religion du Fils de l'homme. La religion, vraiment la religion de l'humanité telle qu'elle a commencé à être mise en place, notamment au XVIIIe siècle par des auteurs comme Herder ou comme Lessing, qui ensuite va prendre la forme pas du socialisme, mais des socialismes. Et tout ça... ou du comtisme. Tout ça, ce sont des variantes de cette religion de l'humanité. Et il est vrai qu'elle s'est développée dans l'ambiance de chrétienté, oui. Mais il est vrai qu'elle ne vient pas du tout du christianisme. Si elle se rattache au christianisme, sans doute est-ce simplement par le biais des différentes hérésies que celui-ci a produit. À mon sens, tout cela, cette religion des droits de l'homme, à mon sens, elle ne vient pas du christianisme, mais des filles des hérésies. Anne Benoît, je pense que c'est un point de vue que vous ne partagez peut-être pas. Si, je le partage à moitié, si vous voulez. C'est-à-dire que je pense que quand on fait la généalogie de l'idéologie des droits de l'homme, un moment ou l'autre, on tombe sur quelque chose qui est d'ordre chrétien. C'est normal, dans la mesure où la philosophie et la théologie étaient totalement contiguës, si vous voulez. Mais je pense également, et là je rejoins tout à fait Pierre Manant, que la façon dont a évolué l'idéologie des droits de l'homme n'est pas compatible avec le christianisme. Le grand paradoxe étant d'ailleurs que l'Église s'y rallie au moment où il a pris ses formes les plus caricaturales, ce qui donne la mesure des choses et nous amène peut-être à distinguer entre l'Église et le christianisme. Enfin, comme apparemment l'Église s'est ralliée aux droits de l'homme, là où l'Église auparavant leur reprochait de mettre l'homme à la place de Dieu, en quelque sorte. Bon, alors c'est vrai, Jean-Louis Harouel a tout à fait raison de parler de la religion de l'humanité. Le christianisme y a contribué, forcément, en raison de son universalisme et du fait que, d'un point de vue purement théologique, le peuple de Dieu n'a pas de frontières. S'il y a un Dieu unique, alors le peuple de Dieu n'a pas de frontières. Mais au-delà de cela, ce que je veux dire, c'est que, compte tenu de cette évolution un peu bizarre des positions de l'Église à ce sujet, c'est en tout cas pas de ce côté-là qu'il faut se tourner pour avoir un recours. Et je crois que c'est important d'aborder aussi dans notre discussion ce point précis, parce que c'est une équivoque à dissiper. Quand on parle de façon critique des droits de l'homme, il y a toujours des gens pour dire, bon alors, donc vous êtes pour la disparition des libertés, pour le despotisme, et c'est ça qui vous gêne. Non, non, pas du tout, c'est pas ça qui gêne. Ce qui me gêne, c'est la façon dont c'est proclamé. Si on parle des droits, on est dans l'équivoque. Si on parle des libertés, là ça devient beaucoup plus clair. Les libertés sont toujours situées dans un contexte. Les libertés sont un sujet éminemment politique. Et mon sentiment, c'est que les problèmes politiques doivent être
résolu politiquement et non pas au moyen d'une fiction juridique plus ou moins frottée de morale, dont l'ineffectivité a été maintes fois soulignée, que ce soit par Julien Freund, par Marcel Gauchet et par tant d'autres. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a dans l'histoire des idées et du droit d'autres écoles qui ont posé ce problème des libertés d'une façon différente. Je pense en particulier à l'école dite républicaine, aucun rapport avec les valeurs républicaines actuelles, celle qui remonte à Tite-Live, à Machiavel et qui aboutit à James Harrington au XVIIe siècle, qui est une école très intéressante parce qu'elle ne pose pas le problème dans une perspective individualiste. Qu'est-ce qu'elle dit? Pour résumer, c'est simple. Elle dit « Je ne peux pas me considérer comme libre si la société politique, le peuple, le pays auquel j'appartiens n'est pas libre. » Il y a congruence entre ma liberté individuelle et la liberté collective. Alors que dans la perspective libérale, liberté et liberté collective sont plutôt posées comme antagonistes, ce qui a été également le trait de la déclaration de 48, qui, elle, a inventé les droits sociaux ou les a figés dans le marbre, alors que la notion de droits sociaux, dans une conception purement individualiste, c'est pas très facile. On voit très bien pourquoi Sétir a eu et Adia, et pourquoi on est toujours dans le mantra, c'est-à-dire que on invoque quelque chose. Quand vous dites « Ah mais là, il faut défendre les droits de l'homme », ça veut dire « Je suis du côté du bien ». Bien sûr, c'est la parodie Sinon, vous religieuse, êtes du mauvais côté qui est louche, suspect, pervers, à déconstruire. Jean-Louis Harouel, vous vouliez Dans le même sens. Tout à l'heure, vous évoquiez le pape, la papauté qui a enfourché le cheval des droits de l'homme au moment même où il devenait les plus délirants. Il faut aussi rappeler que c'était dans le contexte de l'effondrement du monde communiste et que les droits de l'homme tels qu'ils étaient bafoués en Pologne, c'était les bonnes vieilles libertés publiques, séculaires, et que dans l'Église, à ce moment-là, j'imagine que Jean-Paul II n'avait pas l'idée des délires auxquels on allait aboutir. Ça, c'est assez probable. Et puis, pour revenir au christianisme, oui. et à la manière dont la religion, je ne parle pas des droits de l'homme, mais notre actuelle religion des droits de l'homme, qui, je vous rejoins tous les deux, à beaucoup d'égards est extrêmement différente des droits de l'homme, des premières manières, disons, dans la pratique. Et même dans le contenu, cette religion des droits de l'homme, le doyen Jean Carbonnier a fait une analyse assez lumineuse. Il nous dit, voilà, il y avait dans notre conception sociale, morale et juridique, un devoir d'amour du prochain. Ce devoir d'amour du prochain, évidemment, il est d'origine chrétienne à beaucoup d'égards. C'est saint Augustin, deux amours ont fondé deux cités, l'amour de Dieu jusqu'à l'oubli de soi, au mépris de soi a fondé la cité céleste, l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu a fondé la cité terrestre. Donc dans le christianisme, il y avait, pour ceux qui allaient jusqu'au bout, un amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, qui se traduisait concrètement par un amour du prochain jusqu'au mépris de soi. Mais tout ça restait moral, purement moral. Et Carbonnier dit, voilà, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 1950, 60, 70, on a transformé l'amour en droit et le droit en religion. Et c'est un travestissement de l'amour chrétien. Parce que l'amour chrétien a été donné librement, et cet amour juridicisé, dont on exige devant les tribunaux l'accomplissement. Quand on n'est pas aimé, reconnu comme semblable, ce qui est une façon d'aimer, je vous renvoie tous les deux à ce que vous avez écrit sur l'AMT et le régime disciplinaire qui nous invite à nous considérer semblables malgré les évidences. Quand on n'a pas obtenu ça, eh bien on peut aller devant le juge et le réclamer et avoir gain de cause. Et donc, c'est un travestissement complet de cet amour chrétien qui était libre, qui était volontaire, qui était donné librement. Maintenant, c'est un amour obligatoire et qui est exigé à la schlag. En effet, c'est une chose très importante qu'aujourd'hui, le droit est immédiatement opposable à la règle et il est à la disposition de chacun pour être opposé à la règle. Donc, il y a une sorte de... Chacun est à la recherche de son droit qu'il va pouvoir opposer à la règle. Donc, toutes les institutions sont en proie
à une revendication, une éruption revendicative autour d'elle, chacun trouvant un droit opposable à l'institution. Et l'institution n'a plus de raison d'être opposable au droit. Disons, jusqu'à une date récente, il y avait un équilibre entre l'institution qui peut être oppressive, et donc violer les droits, mais enfin, qui aussi sait faire respecter sa règle. Et aujourd'hui, les institutions, la nation, l'université, l'Église, la famille traditionnelle, n'a plus en elle de quoi faire respecter sa règle. Tout droit et par lui, du fait même qu'il est présentable comme un droit de l'individu, a une validité immédiate, une validité de droit, une validité évidente. Donc les constituants du monde humain sont exposés à un droit qui, a ce privilège extraordinaire de ne pas avoir à se justifier. Il suffit qu'ils se revendiquent. Et les malheureuses institutions laïques, religieuses, nations, familles, universités, qui sont obligées d'argumenter pour justifier leurs règles, eh ben, elles sont bien dépourvues parce que l'autre, il a un avantage énorme puisqu'il n'a pas de raison à donner, puisqu'il a le droit. Et c'est d'où la paralysie générale des institutions. On a un très bon exemple de cette évolution en forme de course effrénée à propos des débats sur les transsexuels et autres, n'est-ce pas? Parce qu'on a commencé par dire « j'ai le droit de changer de sexe », ce qui supposait que c'était possible, mais bien, très bien, ou de changer de sexe, bien. Mais après, on a été plus loin. Je suis un homme, mais je me considère comme une femme. Je suis en droit d'exiger que la société me regarde comme moi je me considère. Donc c'est une subjectivité à double étage. Et là, on est tout à fait dans le fond de l'affaire, n'est-ce pas? Juste un petit mot à propos du christianisme. Je pense qu'il y a une notion éminemment chrétienne sur laquelle l'idéologie des droits peut s'appuyer en première lecture, si je peux dire. C'est la notion de dignité. Tout homme humain a sa dignité, etc. Ça ne veut pas dire qu'il ait tous des droits, mais enfin, bon, il y a une forme là aussi de parenté. Il ne faut pas oublier que la notion même de dignité, telle que la conçoit le christianisme, résulte d'une relecture de ce que les anciens appelaient la dignitas, car la dignitas n'était pas, pas une vertu, parce que comme toutes les vertus, on pouvait avoir cette dignité ou ne pas l'avoir, ou l'avoir en partie. On pouvait être digne, porteur de dignitas, ou on pouvait être indigne. Or là, la dignité, elle est inconditionnelle, en quelque sorte. Ouais. Bien, il y a aussi bien d'autres aspects autour de cette question des droits de l'homme que nous aurions pu aborder. Le temps passe et notre émission se termine. Jean-Louis Harouel, vous avez souligné dans votre ouvrage, et on en a parlé aussi avec Pierre Manant, Alain Benoît, ce que cette notion-là pouvait avoir finalement de combative ou de combattante ou de guerrière même. Et au fond, comment cette notion qui se voulait constructrice d'une nouvelle société en arrive peut-être aujourd'hui à être infiniment destructrice des nations de manière interne, et puis destructrice également d'un point de vue international, puisque c'est au nom des droits de l'homme que des guerres, parfois d'extermination, sont menées. Jean-Louis Harouel, un dernier mot, puisque et puis c'est vrai aussi que c'est au nom des droits de l'homme que les nations se suicident. Par exemple, dans l'idéologie des droits de l'homme, dans la religion des droits de l'homme, il y a deux aspects qui sont particulièrement destructeurs. C'est la valorisation de l'avortement au point d'en faire une norme sociale obligatoire ou quasi obligatoire, et d'autre part l'immigrationnisme, avec pour résultat que, avec la valorisation de l'avortement et le caractère quasi obligatoire de l'avortement, on creuse un immense vide démographique, et qu'avec l'immigrationnisme, on remplit ce vide démographique par des êtres humains qui sont issus d'autres peuples, d'autres civilisations, et donc un pays se détruit volontairement, consciemment, et il sera automatiquement, c'est le thème du grand remplacement qui est à l'œuvre. Merci messieurs pour ce parcours, certes un peu rapide, autour des droits de l'homme. J'espère qu'il aura donné l'idée à nos téléspectateurs de ce qu'ils sont véritablement, de ce qu'ils ont été, et puis peut-être devrait-on dire hélas, de ce qu'ils deviendront. Merci à tous et à très bientôt.